question. Notre question d'été, c'est peut-on partir en vacances en voiture électrique? Et on va y répondre tout de suite avec des spécialistes. Mais on a aussi les petits chemins de l'été dans l'émission en deuxième partie où on prendra des modes de transport alternatifs. Enfin, alternatif. Est-ce qu'on peut parler encore d'alternative pour le vélo? Parce que tout le monde fait du vélo à un moment donné, mais pas seulement. À pied, à cheval, en voiture, en bateau peut-être, en trottinette, en gyro-roue, comme on vient de le voir à l'instant. Mais pour l'instant, on se pose notre question d'été. Sud Radio Question d'été. Alors la question d'été, elle va nous agiter tous les jours et nous espérons que vous allez poser vos questions au standard de Sud Radio 0826 300 300. Ce matin, j'accueille au studio François Lemort, qui est journaliste à Automobile Magazine. Bonjour François. Bonjour Vincent. Merci d'être venu nous voir. Vous n'êtes pas venu en voiture d'ailleurs? Non, moto. Ah bon, moto, pas électrique. Ouais. Ah non. Pas encore. On est, moi qui suis aussi un scooteriste convaincu, on n'est pas très gâté en dehors de BMW qui a fait quand même très fort, mais il paraît qu'ils arrêtent la production. Bon, c'est un autre sujet. François Lemort, c'est un sujet qui est de plus en plus récurrent évidemment dans la presse magazine lié à l'automobile. Absolument, parce que les modèles électriques sont de plus en plus nombreux sur le marché et forcément se pose la question de leur usage. Et là, comme on est dans le cas des vacances, sans doute un paquet d'automobilistes qui se posent la question, est-ce que je peux partir avec ma voiture électrique, avec cette fameuse question de l'autonomie, de la recharge, enfin bref. Oui, alors il y a beaucoup qui se demandent s'ils peuvent partir avec leur voiture électrique et il y en a beaucoup qui se demandent aussi, est-ce que je vais troquer ma voiture thermique pour une voiture électrique, qui est un autre sujet mais qui est connexe. Qui est un sujet très 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 actuel, puisque avec les annonces faites par le président de la République à toute fin du mois de mai, eh bien, les incitations fiscales sont quand même nombreuses, même s'il faut cocher un paquet de cases pour rentrer dans le cadre. C'est ça, c'est de plus en plus restrictif. On va en parler ensemble. Avec nous au téléphone, Patrick Gourvenec, le président de Mitsubishi Motors France. Bonjour Patrick Gourvenec. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous en prie. Oui, je suis très content de vous avoir parce que je suis content d'avoir le point de vue d'un constructeur parmi les constructeurs automobiles. Mitsubishi est une marque. Alors, pour ceux qui ne seraient vraiment pas versés dans l'automobile, c'est une marque japonaise. D'ailleurs, fabricant plutôt d'avions au départ avant de faire des voitures. Alors, beaucoup de choses, avions, bateaux, centrales, etc. Enfin, c'est un groupe ou un consortium qui a énormément d'activités, effectivement, dans l'automobile. Un peu comme Yamaha, Yamaha qui est aussi multicarte, alors qu'eux ne font pas de voitures. Tiens, d'ailleurs, Yamaha, ils font des pianos, ils font beaucoup de choses, des motos, mais pas de voitures. Alors, Patrick Gourvenec, lorsqu'on s'intéresse à ce phénomène électrique, on peut se dire, parce que ce qui est intéressant, c'est aussi votre point de vue de président de Mitsubishi, qui est une marque japonaise à l'origine. Où en est la France du point de vue électrique par rapport justement au Japon, qui a été assez précurseur? La France a été très très timide sur ces énergies, ou en tout cas sur la voiture électrique. C'est vrai que les incitations fiscales, oui, bien sûr, vont aider certainement à certains particuliers effectivement à changer de voiture, de passer d'une thermique à électrique. Je dirais que ce qui est vraiment, ce qui change vraiment la donne aujourd'hui, c'est que autant il y a quelques années vous n'hésitiez pas, c'est-à-dire vous faisiez par exemple les grandes routes, vous preniez la route tous les jours, etc. Vous achetiez un diesel, vous n'hésitiez pas. Aujourd'hui, effectivement, vous avez plusieurs alternatives et chaque alternative correspond à une utilisation bien particulière. Excusez-moi, mais vous voulez dire par là que les gammes automobiles, c'est presque du sur-mesure maintenant, selon les typologies de clientèle? Oui, c'est un peu ça, effectivement, le grand changement, c'est que il faut s'adapter aux vrais besoins du client. C'est-à-dire, c'est la grande différence par rapport au style de façon de travailler, de vivre, l'utilisation, etc. Donc ça change beaucoup la donne, oui. Alors la question qui nous intéresse ce matin, de savoir si en définitive on passe à l'électrique au moment des vacances, ça laisse entendre, François Lemort, qu'on s'intéresse, on va dire, à la famille moyenne ou idéale. Je vais dire grosso modo 2 parents, 2 enfants, donc un véhicule déjà suffisamment spacieux. Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour partir en vacances? On a ce qu'il faut dans plusieurs marques, mais le problème c'est que qui dit véhicule familial dit véhicule assez grand, et qui dit véhicule assez grand dit véhicule assez cher. Ah ça y est, l'équation. La première équation, elle est là. Voilà. Dans le monde du véhicule électrique, on sort pas de cette logique, c'est-à-dire que si on veut un gros véhicule pour aller loin, il faut une grosse batterie,
Et souvent, ce sont des véhicules qui sont très chers et qui ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Et pourquoi c'est plus cher? Parce que la batterie, c'est cher? La batterie, c'est très cher. La fabrication de la batterie est très chère. Après, le châssis, tout ce qui tourne autour, c'est comme une voiture thermique. Mais après, les batteries sont très très chères à fabriquer. À fabriquer et donc à acheter. À acheter. Et beaucoup les louent d'ailleurs. Hein. Il y a des marques de voitures qui louent les batteries de manière à ce qu'on ne les achète pas au premier abord. C'est ça. Ça s'est fait au départ et les constructeurs qui ont pensé à la location au départ, je pense à Renault, proposent aujourd'hui une alternative. Propose aussi ou l'achat ou la location, à voir selon les besoins du propriétaire. D'accord. Dites-moi, Patrick Gourvenec, chez Mitsubishi, est-ce que vous êtes électrique pur sur une partie de votre gamme ou est-ce que vous êtes plutôt hybride, vous? Alors on a été les précurseurs parce que nous avions lancé ce plan international, la première voiture électrique produite en série. Maintenant, on a pris le choix de l'hybride rechargeable. C'est bien ça. Et je reviens effectivement sur ce que je disais tout à l'heure. Justement, cette combinaison d'utilisation entre tous les jours, je fais 20-30 km ou voire 60 km en ville et je vais rouler à 100% électrique. Par contre, quand je vais pouvoir sortir de la ville, je ne vais pas me poser la question sur la recharge. Je vais rouler et le moteur thermique va prendre le relais sur le moteur électrique. Sans qu'on ait à s'en occuper. Nous on a pris cette voie-là, qui nous semble aujourd'hui la plus réaliste en termes d'utilisation. On parlait tout à l'heure de famille avec bien sûr un besoin de coffre, un besoin de transport, et puis cette question qui reste évidemment inhérente au maillage des stations de recharge électrique. Comment je me recharge et combien je me recharge et combien de temps il me faut, quoi. Alors, avant de voir si c'est la solution l'hybride, François, il faut se dire que la voiture électrique, elle a été boostée, comme le disait Patrick Gourvenec, aussi par les aides gouvernementales. Elles sont un petit peu en panne, là, cette prime à la conversion? Il y a une sorte de méli-mélo qui s'est fait actuellement, à mon avis, au sein du gouvernement. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a annoncé 200 000 bénéficiaires des super primes à compter de leur lancement, c'est-à-dire début juin. Et en fait, la plateforme qui gère, à mon avis, ces demandes a été rapidement saturée. Et donc, en fait, pour l'instant... Volontairement ou involontairement? Parce que c'est à se demander. On se pose la question. C'est à se demander, parce que la version officielle, c'est que c'est une mise à jour de la plateforme, mais on ne sait pas pourquoi. Et il y a aussi eu la question de remplacer le nombre de dossiers par une date butoir. Parce que c'est extrêmement compliqué, en fait, de faire remonter tous ces chiffres, de faire remonter le nombre de dossiers et donc le nombre de bénéficiaires. Oui, parce que ça a été une ruée chez les concessionnaires. Hein. C'est-à-dire que quand vous cochez toutes les cases, il y a quand même... plusieurs milliers d'euros qui font considérablement baisser le prix des véhicules électriques. Et comme c'est un des freins à l'achat, forcément, ça a délié quelques cerveaux là-dessus. Bon, c'est le moment ou jamais, ou est-ce que c'est déjà plus le moment? On va le savoir, on continue le débat après la pause. Alors, vous êtes ce matin avec Patrick Gourvenec, le président de Mitsubishi Motors France, et François Lemort, journaliste à Automobile Magazine. On tente de répondre à la question, peut-on partir en vacances en voiture électrique? Vous appelez au 0826 300 300 si vous voulez poser les questions vous-même. Ah, les routes de l'été, on aime. Et cette petite musique nous invite à la promenade, à la balade, prendre un peu son temps. Ça tombe bien parce que ce matin, on est parti en voiture électrique. Alors, il faut prendre son temps et surtout le temps de la recharge. On va le voir avec nos spécialistes ce matin. François Lemort, journaliste à l'Automobile Magazine, et Patrick Gourvenec, le président de Mitsubishi Motors France, fabricant de voitures. On s'en doute bien. Mes amis, mon cher François, je pense que pour replacer le débat, il faut se demander quels sont les avantages réels et les inconvénients. On commence par les avantages de la voiture électrique. Les avantages de la voiture électrique, il y en a certains, oui, heureusement. À commencer par un vrai plaisir de conduire. C'est-à-dire qu'il faut... vous qui êtes d'un journal automobile, c'est votre premier argument. Il faut le dire, il ne faut pas être dans une posture en disant que le moteur thermique, c'est ce qu'il y a de mieux, etc. Les puristes diront que la voiture électrique n'est pas une voiture, mais il ne faut pas être dans une posture idéologique. Il faut quand même reconnaître à l'électrique des vraies vertus de conduite, un vrai silence de fonctionnement, ce qui peut être agréable en ville. Ah bah oui. Voilà. On n'entend que les pneus, quoi. Hein. À peu près. Une absence totale de vibration, ce qui est quand même très agréable aussi. Oui. Et surtout, quand même, des émissions de CO2 qui sont absentes, ce qui est quand même agréable dans les quartiers des villes. C'est quand même très sympa. Donc voilà, il y a et également une notion de puissance, parce qu'en fait, vous avez le couple tout de suite avec l'électrique. C'est-à-dire que le moteur thermique donne de la puissance au fur et à mesure de l'accélération.
Avec le moteur électrique, vous en avez tout de suite. Et donc il y a cette tentation de pousser qui est un petit peu plus franche. Le fameux petit coup de pied au derrière. Exactement, exactement, qui peut avoir lieu avec des petites voitures électriques. Que connaissent bien les motards, qui recherchent un peu ce... C'est un peu la même idée. Donc voilà, ça fait quand même de certains avantages et un certain plaisir de conduire. En fait. Et parlons prix aussi, c'est aussi avantageux sur le plan c'est économique. Alors, effectivement, passer le cap de l'achat, effectivement, il n'y a aucune pièce en mouvement ou presque dans une voiture électrique. Pas de moteur, donc pas de vidange, pas de bougie à changer, pas de courroie de distribution. Voilà, c'est une batterie, c'est un moteur électrique. Donc le moteur électrique a quand même des pièces, mais il y en a beaucoup moins que dans une voiture thermique. Et donc, oubliez la vidange, oubliez le changement des filtres, oubliez tout ça. Donc forcément, ça fait un petit coût au kilomètre qui parfois est nettement plus faible. Vous êtes d'accord, Patrick Gourvenec, sur la petite liste de François Lemort ? Absolument, non mais c'est vrai que au-delà du confort, du silence et de l'accélération, en tout cas des capacités de ces voitures électriques, je peux dire que nous voyageons dans une atmosphère qui est beaucoup plus calme et qui justement incite à rouler, on va dire, plus responsable d'une manière générale et plus sécurisante. Et c'est vrai qu'on le retrouve aussi sur l'hybride rechargeable parce qu'on roule à l'électrique quasiment 80% du temps. Et c'est un des grands avantages, moi je trouve, à l'utilisation quotidienne de ce type de voiture. Alors c'est vraiment l'opposé des moteurs thermiques boîte méca. C'est-à-dire, moi qui ai déjà du mal à comprendre que tout le monde ne soit pas en automatique, en boîte automatique, c'est comme une super automatique, une voiture électrique. Il y a encore moins d'à-coups, quoi. Oui, c'est ça. C'est un confort d'utilisation, confort d'écoute, confort. Si vous aimez la musique ou si vous écoutez des belles radios, évidemment, ce sont des éléments de sécurité qui, pour moi, sont essentiels aujourd'hui dans le trafic ou en tout cas dans l'utilisation quotidienne. Oui, François Lemort. Et c'est vrai que ça change la conduite. C'est-à-dire que comme on est plus cool, comme le défi, c'est d'économiser de l'énergie, ça change complètement la perception de la route. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'anticipation dans la conduite. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus reposant. D'ailleurs, c'est extraordinaire sur les voitures déjà le fait d'avoir un compteur de la consommation de carburant, ça a beaucoup calmé les gens parce que quand on voit parfois les petites diodes qui montent, on lève un petit peu le pied. François, alors on a parlé des avantages, quels sont les inconvénients maintenant? Vous me voyez venir, c'est le prix d'achat. C'est les voitures électriques aujourd'hui. Vous le redites. Il faut le redire parce que c'est quand même la première préoccupation des gens qui achètent des voitures. En France, il se vend en moyenne chaque année 3-4 fois plus de voitures d'occasion que de voitures neuves. Donc les gens n'ont pas un budget illimité pour acheter une voiture. Oh non. Et le prix d'achat d'une voiture électrique est quand même un frein parce que quand on parle d'une citadine électrique, en général, on a du mal à passer sous la barre des 25 000 euros. Donc, et après, vous comptez les bonus qui font considérablement baisser le prix. Mais si on prend le prix pur de la voiture, sans perfusion fiscale de la part des pouvoirs publics, mais c'est un frein considérable. Et on peut même ajouter que, évidemment, quand on parle en plus de seconde voiture ou de troisième voiture dans des familles, et que c'est une voiture chère, ça limite énormément la possibilité d'achat. Mais évidemment, parce que encore une fois, l'autonomie est donc faible, donc ça peut difficilement être une voiture principale, à moins d'avoir les plus performantes du marché, pour avoir quelques centaines de kilomètres sur autoroute, et encore, mais c'est des voitures à 70-80 000 euros. Qui peut s'acheter ça ? Oui, pas grand monde. On est bien d'accord, surtout pour l'usage qu'on en fait. Voilà. Quand encore on est un professionnel, on peut le comprendre, mais pour du loisir, oui, c'est un peu fou. Quel autre inconvénient en dehors du prix ? Peut-être le problème de l'autonomie et de la recharge. C'est ça. Le problème, c'est l'autonomie, c'est-à-dire que et c'est pas, si vous voulez, c'est pas parce que vous avez forcément un gros véhicule que vous allez forcément aller loin. C'est un petit peu en opposition avec ce que je disais tout à l'heure. Il faut forcément avoir un certain type de véhicule pour franchir un certain cap de kilomètres. Mais c'est pas parce que vous avez le plus gros véhicule électrique du marché que vous allez aller le plus loin possible. Parce qu'il est plus lourd. Dans le même temps, il est plus lourd, donc il consomme plus d'énergie. Donc si on se parle de vacances ici, puisque c'est le sujet de l'émission, l'autoroute, c'est la pire utilisation pour une voiture électrique. C'est-à-dire qu'on dépasse, mais on dépasse rarement dans 300 km. Il faut se le dire. Même pour les plus grandes autonomies. Indépendamment de ce que vous racontent les constructeurs avec leurs chiffres à eux, leur cycle d'homologation, nous, on récupère les voitures à l'Automobile Magazine et vous faites les tests, on les mesure en totale autonomie et on constate que même les plus performants dépassent rarement 300 km sur autoroute. Donc après, on peut accepter cette contrainte et à ce moment-là, il y a le temps de recharge qui entre en compte. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que qui dit grosse batterie, dit gros temps de recharge. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir de l'équation que le véhicule électrique est quand même fait pour un usage plutôt urbain ou périurbain. Partir en voyage avec, c'est quand même complexe. Ou alors, il faut accepter des contraintes. Ce que font certaines personnes, c'est tout à leur honneur, mais il faut quand même se le dire.
Écoutez, je vais vous raconter en 2 secondes une histoire personnelle. Ma mère, personne âgée donc, qui s'est acheté la semaine dernière une voiture électrique pour en finir avec le thermique. Elle s'est pas rendue compte que l'autonomie n'était pas à la hauteur de ce que préconisait le constructeur. Elle la revend. Au bout d'une semaine, elle m'a dit non, j'ai trop peur de tomber en panne sur le bord de la route. Vous voyez, quand vous avez passé 80 ans, en plus, c'est un peu dur. Il faut dire qu'on a tous, je pense que tous les automobilistes ont quand même une appréhension sur l'usage de la voiture électrique. Quand on vous annonce que vous avez 250 km d'autonomie, dans l'absolu, ça suffit largement. C'est-à-dire que dans l'usage quotidien, bien sûr. La moyenne des kilométrages en France, ça doit être 30 ou 40 km par jour. Donc c'est quand même infime. Et donc, ne serait-ce qu'une autonomie de 150 km suffirait. Mais psychologiquement, quand on vous dit 250 km d'autonomie, c'est quand même faible. Et par ailleurs, si vous empiétez de 50 km votre autonomie et qu'il faut 5, 6, 7 heures pour la recharger, il n'y a plus d'improvisation possible. Vous ne pouvez pas dire je reviens, hop, je repars faire une course, hop, je repars chez un pote, hop, je repars à droite à gauche. Non. C'est-à-dire que quand vous avez consommé la batterie, il faut attendre que ça recharge. Oui, parce que évidemment la science progresse, mais pas aussi vite que les besoins de consommation de la population. Alors, Patrick Gourvenec, je rappelle, vous êtes président de Mitsubishi Motors France. Patrick, c'est ce qui a présidé au choix de Mitsubishi de passer de l'électrique pure à l'hybride dans les gammes? Oui, d'abord je voudrais faire un petit point parce qu'effectivement les consommateurs sont un peu perdus. Il y a hybride rechargeable et électrique. En ce qui concerne l'hybride rechargeable, technologie que nous avons choisie, la base est une voiture électrique. Donc il faut bien que vous compreniez que toute l'infrastructure de la voiture, c'est une voiture électrique sur laquelle on est venu greffer un moteur. Un moteur qui ne sert qu'à recharger en définitive les batteries électriques. Qui sert en priorité à recharger les batteries électriques, mais qui peut aussi servir à la traction lorsque vous avez besoin d'une puissance que vous tractez, par exemple. Bien sûr. Et vous avez besoin, par exemple en montagne, etc., où que la batterie est pour le coup complètement vide. Et dans ce cas-là, le moteur thermique va reprendre, on va dire, la traction, la main. Mais du coup, Patrick, ça veut dire que ce sont des moteurs qui sont plus petits que sur des voitures thermiques pures? Alors non. Non, par contre, ils ont des puissances qui sont relativement faibles parce qu'ils vont tourner sur des régimes qui sont relativement stables en général. Et effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, ils vont permettre de la recharge de la voiture au fur et à mesure de l'utilisation du véhicule, mais aussi on peut verrouiller le fonctionnement 100% électrique du véhicule. C'est-à-dire que lorsqu'on disait tout à l'heure sur des déplacements quotidiens, par exemple de 20, 30, 40, 50 km, vous pouvez rouler 100% électrique 80 ou 90% de votre temps, et quand vous voulez sortir de la ville, eh bien dans ce cas-là, le moteur thermique va vous aider justement à franchir les kilomètres, comme une voiture, on va dire, hybride classique. Mais si je comprends bien, Patrick, ça veut dire qu'en définitive, ce n'est peut-être pas la meilleure solution, puisqu'on brûle quand même du carburant, de l'essence, mais en revanche, c'est peut-être la meilleure solution à ce jour, en tout cas en attendant que l'électrique pur ait vraiment progressé en termes d'autonomie, de temps de recharge, de réseau également. Vous avez totalement raison, c'est le pourquoi en tout cas du choix de Mitsubishi, c'est effectivement d'assurer ces transitions, parce que on le voit de plus en plus, les villes sont de plus en plus contraintes par les émissions de CO2, donc comment allier une technologie électrique qui vous permette d'entrer en ville en 100% électrique et de ne pas avoir cette barrière de l'autonomie et voire de la recharge qui effectivement est un frein au quotidien. C'est un choix qu'on rencontre chez la plupart des constructeurs, et notamment votre grand concurrent Toyota, beaucoup d'hybrides aussi, donc c'est un choix de raison en quelque sorte. Alors, encore une fois, je ne veux pas comparer les marques, mais l'hybride simple... mais moi, je peux le faire. Voilà, vous m'enfermez peut-être dans un piège, je ne veux absolument pas aller. Mais l'hybride simple, c'est un moteur... C'est un véhicule thermique sur lequel on est venu apporter un certain nombre de systèmes qui vont permettre d'économiser un peu d'énergie. Là, l'hybride rechargeable... C'est l'inverse. C'est une voiture électrique à laquelle on adjoint un moteur thermique, on a compris. Et donc, la technologie est complètement différente et l'utilisation aussi en est différente. Je peux demander à François Lemort, qui est indépendant et journaliste automobile, qu'est-ce que vous pensez des deux et votre avis ? L'hybride rechargeable a des vraies vertus, encore une fois, c'est-à-dire que ça combine quand même l'intérêt de rouler en électrique dans un milieu urbain ou au quotidien, de ne pas dépenser de carburant, donc effectivement d'émettre moins de gaz à effet de serre, moins de CO2, moins de particules. Mais et tout en partant en vacances, l'esprit à peu près serein, puisque parce qu'en électrique pure, on a compris que c'est un peu compliqué, si on va loin en tout cas.
pas d'appréhension avec une hybride rechargeable, mais après le désavantage quand même de l'hybride rechargeable, c'est que quand vous utilisez le moteur thermique, comme il a en charge de recharger l'électrique et en même temps de vous propulser, il consomme plus d'essence. Parfois 1, 2, 3 litres de plus. Ça peut être considérable. Ça peut être considérable. Oui, parce que la voiture est plus lourde. Voilà, la voiture est plus lourde dans un thermique pur. Évidemment, parce qu'elle est. Il le dit pas, ça, Patrick Gourvenec. Oui, là, on a touché un truc quand même. Non, c'est très vrai. C'est très vrai dans l'absolu. Maintenant, quand vous regardez sur les consommations moyennes, c'est-à-dire que encore une fois, vous utilisez votre voiture, on va dire d'une manière quotidienne en électrique, le bilan global est extrêmement positif. Voilà. Et c'est pour ça que je vous disais au départ, tout dépend de l'utilisation que vous en faites. Quoi. Merci beaucoup Patrick Gourvenec. Merci François Lemort d'être venu nous aider à y voir un petit peu plus clair. On y reviendra à mon avis pendant les routes de l'été sur le problème de l'électrique. Aujourd'hui, on a compris qu'on part pas pour des grandes distances avec une voiture électrique pure. Sauf si on a le temps de s'arrêter 2-3 heures dans les stations-service. Prêt à faire des concessions, certains automobilistes et trouver les bornes. Et voilà. Mais c'est possible. Voilà, à ce jour, l'hybride semble quand même une solution acceptable, voilà, et qui respecte un petit peu mieux l'environnement que le thermique pur et qui nous empêche pas aussi de passer des vacances. Parce que si on passe la moitié des vacances sur la route, ça va pas non plus. Sauf les routes de l'été sur Sud Radio, bien entendu. Merci beaucoup. Allez, on y revient bientôt. On va tout de suite s'occuper d'autre chose. Ah oui, parce que là, on a besoin un petit peu besoin de rentrer dans nos cerveaux pour réfléchir un petit peu sur nos vacances.